Aujourd'hui, direction le Proche-Orient. Je vais vous parler du Hamas. Quelle que soit votre origine, votre lieu de résidence, votre sensibilité politique, vous entendez depuis de longues années parler de cette organisation palestinienne. Mais que vous soyez simple citoyen ou responsable politique, voire parfois journaliste, vous connaissez en vérité peu de choses sur elle. Cette vidéo vous permettra d'avoir tous les éléments pour vous faire une opinion précise au sujet de ce groupe en guerre ouverte contre l'État d'Israël. Bonjour à tous. En préambule, commençons par comprendre ce que veut dire le mot Hamas. C'est l'abréviation arabe de Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, qui veut littéralement dire le mouvement de la résistance islamique. Mais cette abréviation, ainsi contractée, en l'occurrence Hamas, signifie ferveur ou excitation. J'opterai davantage pour la première, car les mouvements qui se réclament de l'islam politique utilisent souvent le terme Hamas pour désigner à la fois la ferveur militante et la ferveur combattante de leurs membres ou de leur organisation. Il y a 6 choses essentielles à connaître sur le Hamas. Je vais les énumérer en privilégiant autant que possible une forme très pédagogique. Premièrement, la naissance du Hamas. La confrérie des frères musulmans, née en Égypte en 1928, a installé très tôt, dès 1935 très précisément, une branche palestinienne. Ce sont 2 des frères de Hassan al-Banna, fondateurs de la confrérie égyptienne, qui avaient été chargés de créer un groupe en Palestine, affilié idéologiquement aux frères musulmans. Au début, comme toutes les organisations islamistes, les frères musulmans palestiniens se sont attelés à mener une action sociale pour soutenir les Arabes de Palestine, dont la situation devenait de plus en plus précaire, notamment après la guerre de 1948 et la Grande Nakba, appelée ainsi par les Palestiniens pour désigner l'exode forcé de quelques 800 000 d'entre eux, obligés de quitter leur terre entre 1947 et 1949, donc après la naissance officielle de l'État d'Israël. Au début des années 1950, les choses allaient se compliquer pour les frères musulmans. L'assassinat de Hassan al-Banna d'abord en 1949, l'avènement ensuite en Égypte des officiers libres, adeptes idéologiquement parlant davantage du nationalisme arabe que d'islam politique, allaient provoquer dès 1952 une grande vague de répression contre les frères musulmans qui allait durer jusqu'au début des années 70. Ainsi, aussi bien en Égypte qu'en Palestine, les frères musulmans étaient un peu partout en hibernation, et ce n'est en vérité qu'au lendemain de la défaite arabe de 1967, lors de la fameuse guerre des 6 jours, qu'ils allaient réapparaître un peu partout dans le monde arabe et donc également dans les territoires palestiniens. C'est ainsi que l'organisation allait opérer une totale réorganisation dès 1968 et nommer un homme charismatique qui allait jouer un rôle central au fil des années, le cheikh Ahmed Yassine. Celui-ci allait devenir le chef des frères musulmans palestiniens à Gaza. Le cheikh Yassine allait d'abord faire construire une mosquée, une école, un centre de santé, un centre culturel et surtout recruter à travers une pléiade d'associations des militants endoctrinés à l'idéologie islamiste. Il récupérait progressivement à la fois les déçus du nationalisme arabe, mais aussi les plus conservateurs parmi les Palestiniens, notamment à travers une action sociale de proximité. Par la suite, il a pu également capter ceux qui refusaient la ligne laïque, voire marxiste, des autres organisations palestiniennes, notamment l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat. Finalement, le 9 décembre 1987, le jour même de l'éclatement de la première intifada, le cheikh Ahmed Yassine et une dizaine d'autres militants islamistes palestiniens décideront de créer le Hamas. 5 jours plus tard, ils rendront public leur premier communiqué pour officialiser la création de cette
nouvelle organisation palestinienne. Les autorités israéliennes, il faut le dire, permettront la naissance officielle du Hamas, ils l'encourageront même, ils feront en vérité le même type d'erreur commise par tous les Occidentaux, les Américains en tête. La stratégie des Israéliens consistait donc à soutenir les islamistes avec comme arrière-pensée l'affaiblissement du camp des nationalistes arabes, à l'époque plus virulents, adeptes de terrorisme, mais surtout proches de Moscou et des pays arabes dirigés par des dictatures d'inspiration marxiste comme la Syrie, l'Irak ou encore l'Algérie, pour ne citer que. Dès le mois suivant, c'est-à-dire en janvier 1988, le Hamas étendra ses activités sur l'ensemble des territoires palestiniens et deviendra, notamment durant cette première intifada, un concurrent sérieux de Yasser Arafat et de son organisation. Quelques semaines après la création du Hamas, Ahmed Yassine décide de créer une branche armée qui se fera d'abord appeler les Moudjahidines palestiniens. 2 ans plus tard, en 1990, ce groupe prendra une autre appellation et se fera baptiser les Brigades Az-Din al-Qassam, du nom d'un islamiste syrien mort en 1935 lors de combats contre les Britanniques et considéré comme l'un des précurseurs de la défense de la cause palestinienne. C'est ce groupe, donc, les Brigades Az-Din al-Qassam, qui a lancé le 7 octobre 2023 les attaques sur le territoire israélien qui ont provoqué près d'un millier de morts. Deuxièmement, l'idéologie du Hamas. Dès sa création officielle en décembre 1987, le Hamas s'est défini comme une organisation portant la pensée et la vision de la confrérie des frères musulmans. C'est écrit noir sur blanc. Le 18 août 1988, en effet, le Hamas a rendu publique une charte qui deviendra célèbre. Cette charte allait réitérer le positionnement idéologique de l'organisation et la définir comme une branche palestinienne de la confrérie des frères musulmans. Dès le départ, donc, le Hamas va se définir également comme une organisation djihadiste. Je précise cet aspect parce que j'ai entendu certains commentateurs, et pas les moindres, prétendre qu'il ne s'agirait pas d'un groupe qui prône le djihad. Ceci, je vous le dis, est faux. Et il ne faudrait surtout pas vous laisser tromper par ce genre de déclarations qui sont soit le fait d'une méconnaissance profonde de la réalité de cette organisation, soit le fait d'une désinformation volontaire. Voilà très précisément ce que mentionnait l'organisation dans sa charte de 1988. Je cite: « Le mouvement de la résistance islamique, donc le Hamas, est l'un des épisodes du djihad mené contre l'invasion sioniste. Il est étroitement lié au soulèvement du martyr Az-Din al-Qassam et de ses frères combattants du djihad, des frères musulmans en 1936. Il est aussi étroitement lié à un autre épisode, celui du djihad des Palestiniens, des efforts et du djihad des frères musulmans dans la guerre de 1948, de même que des opérations de djihad menées par les frères musulmans en 1968 et plus tard. » Fin de citation. Voilà qui est très clair. Mais la charte ne s'arrête pas là. Le Hamas avait repris les arguments djihadistes, maintes fois répétés, pour appeler purement et simplement à l'extermination des Juifs. Cette charte allait à la fois assumer une hostilité à l'égard du sionisme, déniant donc aux Juifs de disposer d'une terre, mais aussi à l'égard de l'ensemble des Juifs. Il a été ainsi mentionné, noir sur blanc là aussi, que le Hamas, je cite, aspire à l'accomplissement de la promesse de Dieu, quel que soit le temps nécessaire, et ils préciseront que la fin du monde n'interviendra pas, je cite là aussi, avant que les musulmans n'aient combattu les Juifs. Je pense que les choses sont très claires, car elles sont écrites. Ainsi, il ne fait aucun doute. Et l'histoire récente de ces 30 dernières années le prouve. Le Hamas est à la fois une organisation antisémite et un groupe djihadiste qui n'hésite pas à accompagner ses actions propagandistes, politiques et sociales par des actions terroristes visant des civils. Il faut aussi préciser
que le Hamas s'est toujours opposé à toute solution politique avec Israël, et c'est là une divergence historique avec l'OLP et ensuite avec la direction de l'autorité palestinienne. C'est ainsi que l'organisation rejettera tous les accords de paix, à commencer par la conférence de Madrid sur la paix en 1991 et évidemment plus tard, en 1993, le Hamas a tourné le dos aux accords d'Oslo, refusant ainsi au passage toute reconnaissance de l'État d'Israël et critiquant toute initiative visant à mener vers une solution pacifique. Troisièmement, les objectifs du Hamas. On vient de le voir, l'organisation, qui est totalement liée à l'internationale islamiste, ne veut absolument pas un accord de paix basé sur un partage des territoires. Ce que veut le Hamas, c'est l'ensemble du territoire avec Jérusalem comme capitale une et indivisible. Donc, la destruction d'Israël en tant qu'État. Et le mouvement islamiste veut atteindre ses objectifs par le combat armé. En face, une extrême droite israélienne religieuse qui veut strictement la même chose et qui dénie aux autres la moindre parcelle de terrain. C'est dire que dans ce choc entre deux positions radicales, il n'y a objectivement aucune solution possible, en tout cas à court terme, sauf à voir qu'une partie arrive à détruire l'autre. L'autre objectif clairement affiché par le Hamas, c'est la construction d'un État théocratique. C'est un sujet dont on parle rarement. Et même les soutiens du Hamas, je parle des non-musulmans, d'entre eux, voire des musulmans laïcs, ils n'évoquent jamais cette question. Ce que veut le Hamas, en effet, c'est la construction d'un État islamique. Or, nous savons depuis longtemps ce qu'induit ce type de modèle. D'un autre côté, aucun observateur, ni même les dirigeants du Hamas, ne pourrait montrer des objectifs clairs. La complexité de ce conflit vient aussi de là. N'importe quel parti politique, y compris ceux qui usent de violence, n'importe quel mouvement de libération, possède des revendications claires et sérieuses qui pourraient servir, le moment venu, de base pour une négociation entre personnes raisonnables. Le grand problème avec le Hamas, c'est que son action est basée sur le nihilisme, c'est-à-dire sur le rejet de l'ensemble des valeurs et des codes internationaux, mais aussi sur la négation totale de leur ennemi. Partant de là, quelle solution trouver avec un groupe extrémiste qui ne vous dit pas ce qu'il veut et quand il vous le dit, il affirme qu'il veut mettre fin à votre existence. Bien malin, celui qui pourrait négocier avec ça. Quatrièmement, les chefs du Hamas. À l'aube du 22 mars 2004, à Gaza, un hélicoptère israélien de type Apache a tiré plusieurs roquettes sur le cheikh Ahmed Yassine, fondateur du Hamas, alors qu'il sortait d'une mosquée. Il est mort sur le coup, ainsi que plusieurs de ses accompagnateurs et son escorte. Son successeur désigné sera le docteur Abdelaziz Al-Rantisi. 3 semaines plus tard, il sera lui-même tué dans des conditions similaires. Après plusieurs opérations terroristes lancées par les différents leaders du Hamas, Israël avait décidé en effet d'inaugurer un long cycle d'élimination ciblée visant les idéologues et les chefs de l'organisation islamiste. Cette situation a amené les dirigeants du Hamas à vivre en clandestinité. L'organisation, qui agit aussi comme parti politique, est représentée par plusieurs figures vivant à Gaza et d'autres à l'étranger, notamment en Égypte, en Syrie ou au Qatar. Les plus connus parmi les dirigeants du Hamas, qui forment une sorte de directoire, voire plus précisément une direction tournante, sont Khaled Mash'al, Ismail Haniyeh, Mahmoud Zahar, Yahya Sanwar, Salah Al-Arouri ou encore Mohamed Daif. Ce dernier est devenu très important dans l'organigramme actuel du Hamas, car il est, depuis quelques années, le responsable de la branche militaire de l'organisation, en l'occurrence les brigades Azz-e-Din el-Qassam. Recherché depuis une trentaine d'années par les services israéliens, Mohamed Daif, de son vrai nom Mohamed el-Misri, est introuvable. Cet homme, né en 1965, a rejoint le Hamas dès sa création, avant d'intégrer sa branche militaire. Il est l'architecte de l'offensive lancée sur le territoire israélien le 7 octobre 2023. Il est aussi
l'un des interlocuteurs privilégiés du régime iranien. Cinquièmement, les soutiens du Hamas. Dès sa création, le groupe islamiste a bénéficié de l'aide et de l'assistance financière, idéologique, politique et logistique de tous les réseaux des frères musulmans au niveau mondial, à commencer par les frères musulmans égyptiens. Par la suite, le Hamas a pu compter sur l'aide active de la Syrie, mais aussi de pays comme l'Irak, l'Algérie ou encore la Jordanie. Ce dernier pays, même s'il a scellé une paix avec Israël depuis plusieurs années, et même s'il est considéré, à juste titre d'ailleurs, comme un allié de l'Occident, n'a jamais voulu se retrouver hors jeu. Le roi de Jordanie essaye, depuis de longues années, de trouver une sorte de ligne de crête pour ne pas contrarier ses alliés américains et britanniques et ne pas contrarier les 48% ou un peu davantage de Jordaniens d'origine palestinienne, ni les réseaux des frères musulmans jordaniens qui pèsent dans une société jordanienne qui demeure, faut-il le rappeler, bien fragile. Mais depuis le printemps arabe et les bouleversements dans la région, les alliances ont bougé. Ainsi, le Hamas qui avait soutenu les troubles en Syrie, par exemple, ce qui a amené le régime de Bachar el-Assad à être moins impliqué dans le soutien des organisations palestiniennes. L'Égypte du maréchal Sissi, qui a lancé une grande offensive contre les frères musulmans, allant jusqu'à les interdire et à les criminaliser, a fait pression sur le Hamas, le poussant jusqu'à modifier sa charte et ne plus faire référence à la confrérie islamiste ni à l'idéologie qui est la sienne depuis sa création. Je vous expliquerai un peu plus loin ce qui se cache derrière le nouveau positionnement du Hamas. Aujourd'hui, les alliances sont assez claires et je vais vous les résumer. Mais vous allez voir, elles sont faites d'hypocrisie, de cynisme et parfois d'incohérence. D'abord, l'Iran, pourtant chiite, apporte l'aide militaire et un soutien à la fois financier et logistique au Hamas, pourtant sunnite. Il en est de même pour le Hezbollah libanais qui n'hésite plus à coordonner ses actions avec le groupe islamiste palestinien. Cette réorientation idéologique est devenue effective dès le moment où certains pays musulmans sunnites ont décidé d'interdire la confrérie des frères musulmans. L'Iran agit aujourd'hui comme conseiller militaire, mais aussi comme fournisseur d'armes, dotant le Hamas d'une force de frappe qui lui permet, à travers des missiles courte portée, d'atteindre plusieurs villes israéliennes. Le Qatar, pourtant réputé proche de la France et des États-Unis, est l'un des principaux soutiens financiers du Hamas. Depuis 50 ans, le petit Émirat est le sponsor assumé de tous les réseaux des frères musulmans. Ainsi, le pays qui accueille la plus grande base américaine dans le Golfe est en même temps celui qui soutient le groupe islamiste le plus hostile à Israël, le plus grand allié des États-Unis. C'est au Qatar, par exemple, que vivent plusieurs dirigeants du Hamas. La Turquie entretient, elle aussi, d'excellentes relations avec les dirigeants du Hamas. Ces relais médiatiques sont tissus associatifs, sont autant de tribunes servant la propagande des dirigeants de l'organisation palestinienne. Et pourtant, la Turquie d'Erdogan, qui développe un islam politique très proche de la vision des frères musulmans et qui entretient certes des relations en dents de scie avec Israël et avec l'Occident, est aussi membre de l'OTAN. L'Égypte est elle aussi, contrairement à ce qu'on pense, un grand soutien du Hamas. Là, c'est le comble des paradoxes. Si le dictateur égyptien est, politiquement parlant, l'ennemi déclaré des frères musulmans, à titre personnel, il s'imprègne néanmoins, et depuis de longues années, de leur idéologie. Al-Sisi a toujours voulu garder la main sur le dossier palestinien et agir à l'égard du Hamas et d'Israël comme le médiateur privilégié en cas de conflit. Il joue aussi ce rôle de soutien, voire parfois de grand frère, car il sait que le Hamas jouit d'une très grande popularité au sein de la rue égyptienne. Rappelez-vous, et ce n'est pas le fruit du hasard, le 7 octobre, au moment où le Hamas lançait sa grande opération contre Israël, un policier égyptien a tiré sur des touristes israéliens
à Alexandrie et il a tué 2 d'entre eux. Enfin, en Occident, les milieux gauchistes ne s'en cachent plus. Tout en s'étonnant de l'utilisation du terme islamo-gauchisme, ils sont passés d'un soutien à la cause palestinienne lorsqu'elle était incarnée par des milieux de gauche, à un soutien à la même dite cause palestinienne lorsqu'elle est incarnée par un groupe terroriste et islamiste. Depuis plusieurs années en France, des responsables politiques d'extrême gauche refusent de condamner le Hamas et s'en font même ses relais propagandistes, tantôt dans des milieux universitaires, tantôt dans les médias. Au lendemain des attaques du 7 octobre 2023 et avant même la riposte israélienne, beaucoup d'entre eux, au lieu de condamner clairement les attentats qui ont visé des civils israéliens, ont préféré renvoyer dos à dos Israéliens et Hamas quand ils n'ont pas, à l'image du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, soutenu clairement l'action du Hamas. Ce dogmatisme incroyable amène ces partis de gauche, se disant laïques et antifascistes, à soutenir un groupe extrémiste religieux, fasciste de surcroît. Sixièmement, quel est le mode opératoire du Hamas? Nous le savons tous, il y a une polémique interminable. Les uns, nous venons de le voir, considèrent le Hamas comme un groupe de résistants et les autres comme un groupe terroriste. Alors, résistants ou terroristes? Moi, à titre personnel, j'assume depuis toujours de les qualifier de terroristes et je vais vous donner les principaux arguments. D'abord, je l'ai dit, le Hamas s'est décrit dès sa naissance comme un groupe djihadiste. Et qui dit groupe djihadiste dit action armée et violence contre des militaires et contre des civils, indistinctement. Dans son approche, le Hamas ne fait aucun distinguo en vérité entre l'Israélien civil et l'Israélien armé, considérant, selon la logique de la doctrine islamiste, que toute personne qui fait l'armée, qui paye l'impôt et qui vit en territoire israélien soutient forcément, d'une manière ou d'une autre, le gouvernement de ce pays et devient ainsi, selon eux, une cible légitime à atteindre. Et le double discours des islamistes palestiniens, à l'image de toute la mouvance islamiste, s'est encore manifesté lors des attaques du 7 octobre. Car si d'un côté, les dirigeants du Hamas ont appelé à ne pas viser les personnes âgées et les enfants, il n'en demeure pas moins que dans les faits, des personnes âgées et des enfants ont été pris en otage. Selon la doctrine islamiste, là aussi, qui repose notamment sur la loi du talion, puisque le Hamas estime qu'Israël fait des victimes civiles, il devient licite de leur point de vue de viser des civils. Ensuite, tout au long de son histoire, le Hamas ne s'est pas contenté de viser des Israéliens. Il s'est aussi rendu coupable, notamment lors du conflit fratricide avec le Fatah en 2007, à la fois d'actes de torture et d'exactions contre des Palestiniens. Le mouvement a assassiné parfois de façon arbitraire, d'autres fois sur de simples soupçons, certains de ses détracteurs et dissidents, pourtant eux-mêmes musulmans. Enfin, le droit international. La plupart des grandes démocraties ont classé le Hamas comme organisation terroriste. Alors pour certains, ce n'est pas suffisant. Pour moi, c'est amplement suffisant, car s'il n'existe aucun socle ni idéologique, ni juridique, ni éthique sur lequel nous devons fonder nos convictions, il n'y a plus rien. Je considère donc, pour ma part, et depuis toujours, que d'un point de vue éthique, juridique et idéologique, les actions du Hamas ne sont pas légitimes. Même si la cause qu'il prétend défendre, celle de permettre aux Palestiniens de vivre libres et en sécurité, est évidemment totalement louable. De plus, il faut le rappeler, le Hamas n'est qu'une organisation palestinienne. C'est une organisation terroriste palestinienne. Elle n'est en aucun cas le représentant légitime des Palestiniens, ni le représentant de la cause palestinienne. Une chose que beaucoup oublient, souvent, ce groupe a fait main basse sur un territoire, la bande de Gaza. Et il a installé une sorte de petit émirat terroriste prenant en otage la population gazaoui qui certes est obligée de subir les bombardements israéliens, mais qui subit depuis de longues années l'arbitraire du Hamas, qui compte à la fois quelques seigneurs de la guerre et des dirigeants corrompus qui captent les aides financières
certains d'entre eux vivant à l'étranger, notamment, je l'ai dit, au Qatar. D'autres profitant de toutes les mesures de sécurité pour ne pas se mettre en première ligne. En 2017, l'on apprenait que le Hamas avait décidé de mettre de côté sa charte initiale, celle de 1988. Ses dirigeants ont rendu public un nouveau document intitulé « Manifeste politique des principes généraux ». Officiellement, l'organisation qui communiquait à partir de Doha au Qatar laissait croire à un infléchissement de sa politique. En vérité, ce que peu d'observateurs ont relevé à l'époque, c'est que ce revirement tactique était lié à une nouvelle configuration géopolitique et politique de la région. L'offensive menée, notamment contre les frères musulmans, a amené le Hamas à laisser croire qu'il ne se revendiquait plus de la confrérie qui a forgé sa matrice idéologique. De plus, les évolutions au niveau international l'ont poussé à se départir de son discours antisémite traditionnel et opter pour un discours dit antisioniste, je mets entre guillemets, car l'hypocrisie est connue depuis longtemps. Tous ceux qui ont la haine du juif vous expliqueront que le problème, ce ne sont pas les juifs, mais les sionistes. Il se trouve qu'à quelques petites exceptions près, tous les juifs, ou quasi, sont sionistes. CQFD. Ainsi, cette nouvelle charte, qui n'annule ni ne remplace l'original, était juste une petite évolution, à la fois sémantique et tactique, utilisée par le Hamas, alors en posture peu confortable. Cette décision avait été prise à l'issue de plusieurs réunions organisées au Caire entre chefs de l'organisation et dirigeants égyptiens qui avaient mis la pression sur le Hamas pour que ces chefs acceptent de rendre leur groupe présentable, ne serait-ce en apparence. Or, cela est connu dans les stratégies islamistes qui savent opérer des replis stratégiques lorsque leur devenir est menacé et qui avaient surtout usé de la fameuse taqiyya, le double discours et la dissimulation, sujet que j'ai eu déjà l'occasion de traiter dans mon livre paru en 2019. Voilà, j'ai essayé de vous présenter le Hamas, de partager avec vous une vision et des éléments concrets. Il vous appartient désormais de vous faire votre propre opinion. Je sais que le sujet rend certains hystériques, dans les deux bords d'ailleurs. Essayez cependant de vous faire calmement votre opinion en mettant vos passions de côté, éventuellement de poster votre avis sous cette vidéo, mais faites-le de préférence, sans injures et sans menaces. Faites-le surtout avec cette décence qui doit nous amener tous à garder toujours à l'esprit, quelles que soient nos convictions, que ceux qui poussent au crime et à la guerre, tout en vivant loin de cette région que je connais très bien, ne sont pas le plus souvent ceux qui en subissent les conséquences. Comprenons les choses, les enjeux, identifions les acteurs, essayons d'agir pour faire cesser ce drame humain en œuvrant pour une solution équilibrée, juste et durable pour les deux parties. Abonnez-vous si vous voulez être informé des prochaines publications et je vous dis donc à très bientôt.